1. Mercredi 8 juin, il est 7h. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. À la une ce matin, ce coup de pouce surprise du gouvernement pour lutter contre l'inflation, hausse de 4% des pensions de retraite, un nouveau chèque inflation également pour les plus modestes, tout cela à 5 jours du premier tour des législatives. Les détails dans un instant. L'Europe face aux défis climatiques, le Parlement se prononce aujourd'hui sur son ambitieux projet de paquet climat. Parmi les mesures, l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves en 2035, c'est demain, et une taxe carbone aux frontières. Et puis la Chine poursuit sa course à l'armement. Pékin prépare la mise à l'eau de son premier porte-avions nucléaire 100% chinois. Un monstre de 320 mètres de long et 85 000 tonnes. Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est désormais Noël en juin, mais cela n'a rien à voir avec le dérèglement climatique, plutôt avec l'inflation. Le gouvernement sort à nouveau le carnet de chèques et il y en aura pour presque tout le monde. Les 18 millions de retraités du privé d'abord, hausse des pensions de retraite de 4% dès juillet. La première ministre qui annonce par ailleurs le versement d'une nouvelle indemnité inflation pour les familles modestes. Aurélien Fleureau. Oui, il y aura d'abord un versement à la rentrée sur le compte en banque des personnes concernées. Le détail sera annoncé après les législatives, mais le montant et les critères de ressources ont déjà été tranchés par le gouvernement, glisse-t-on dans les couloirs de Bercy. Après cette aide inflation qui n'a pas vocation à être renouvelée, il y a sur la table la possibilité d'un chèque alimentaire. Elisabeth Borne l'a évoqué hier. L'idée, c'est de permettre à tous les Français d'accéder à des produits de qualité. Un dispositif défendu notamment par la FNSEA qui imagine déjà un montant entre 100 et 150 euros. Yannick Fialip est agriculteur en Haute-Loire et président de la commission économie de la FNSEA. Ça pourrait être en fonction de la rémunération de la personne, une carte magnétique qui soit accréditée et qui puisse être dépensée dans des commerces locaux, au niveau des producteurs, des magasins de producteurs, mais aussi au niveau de la grande distribution sur un panier prédéfini de produits de première nécessité. Problème, l'idée de ce chèque alimentaire est sur la table depuis plusieurs mois et il apparaît extrêmement complexe à mettre en œuvre. Bon courage avec cette usine à gaz, m'a-t-on résumé dans l'un des ministères concernés. Le gouvernement d'Elisabeth Borne qui confirme par ailleurs le prolongement de la remise carburant de 18 centimes par litre jusqu'à la fin août, et ce alors que les prix à la pompe battent de nouveaux records. L'affaire de ce que l'on appelle le refus d'obtempérer à Paris, le conducteur de la voiture est en garde à vue. Il conduisait sans permis sous l'emprise de l'alcool et de produits stupéfiants. Les 3 policiers qui ont ouvert le feu et tué sa passagère sont ressortis libres de leur garde à vue. Pas de mise en examen donc, mais le parquet ouvre une information judiciaire. Gladys Lafitte, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela veut dire qu'un juge d'instruction indépendant va maintenant enquêter à charge et à décharge pour retracer avec précision le déroulement des faits et déterminer les circonstances exactes d'usage de leur arme par les policiers. Voilà ce qu'écrit le parquet de Paris dans un communiqué. Au vu du chef d'enquête choisi, l'intention homicide des policiers n'a à ce stade pas été retenue. Les 3 fonctionnaires âgés de 23, 31 et 32 ans ne sont donc pour le moment pas mis en examen, mais cela pourrait évoluer au cours de l'enquête. Ils pourraient aussi être placés sous le statut moins incriminant de témoin assisté. Il faut maintenant attendre les résultats des examens techniques comme l'exploitation des vidéosurveillances, entendre encore des témoins, notamment le conducteur du véhicule qui a été placé hier en garde à vue à l'hôpital. Touché au thorax, il était alcoolisé et sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits alors qu'il purgeait une peine en semi-liberté. L'enquête prendra donc du temps. La police des polices, l'IGPN, a également lancé un appel à témoins pour permettre de faire la lumière avec précision sur les faits, minute après minute. Autre enquête, elle concerne cette fois le scandale des maisons de retraite. Le groupe Korian, à son tour, dans le collimateur de la justice. Et plusieurs familles de résidents lancent une action collective à l'encontre du numéro 1 des EHPAD en France. 30 plaintes déjà enregistrées pour mise en danger de la vie d'autrui, non-assistance à personne en danger et homicide involontaire. Le Parlement européen se prononce aujourd'hui sur son très ambitieux projet de paquet climat. Avec un objectif, réduire d'au moins 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Autant dire d'ici demain. Parmi les 8 propositions soumises au vote des eurodéputés, l'interdiction des ventes de voitures neuves thermiques en 2035 et la mise en place d'une taxe carbone aux frontières. Maud Descamps. Oui, c'est une idée qui avait déjà été évoquée sous Jacques Chirac. Le principe est simple, imposer un surcoût aux produits importés dans l'Union européenne, surcoût calculé en fonction des émissions de CO2 que cette production a générées. Pour l'eurodéputé Pascal Canfin, c'est un changement majeur de positionnement de l'Europe sur le climat. C'est un changement de logiciel très clair, de mentalité, d'approche de l'Europe sur le sérieux climatique. Nous, on ne peut pas
être les seuls à être sérieux sur le plan climatique avec le reste du monde qui ne le ferait pas, si en même temps on n'assure pas des conditions loyales de concurrence, si on n'assure pas une lutte contre le dumping climatique, à ce moment-là, ça veut dire qu'on se tire une balle dans le pied puisqu'on dit à nos industriels, vous payez, mais pas vos concurrents. Autre mesure phare de ce paquet climat, l'interdiction d'ici 2035 de la vente de voitures thermiques neuves. Mais sur ce point, les eurodéputés sont divisés. L'adoption du texte devrait donc se jouer à quelques voix, me confiait hier un des membres du Parlement européen. Et Maud Descamps du service économie d'Europe 1. Protéger l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit. La journée mondiale des océans est également l'occasion de prendre conscience de la beauté, de la fragilité des mers. C'est notamment le but visé par le musée océanographique de Monaco. Mission Polaire est une exposition interactive pour alerter sur les menaces qui pèsent sur l'Arctique et l'Antarctique. Reportage Frédéric Michel. Bonjour, je suis Steve Como, je suis chercheur en océanographie. Aller à la rencontre des explorateurs des pôles, plonger en immersion au cœur de ces océans lointains et comprendre les défis de la recherche. En 5 étapes, partez en mission polaire. Un parcours ludique ponctué de vidéos, photos, reproductions et témoignages. Le réchauffement climatique, c'est la menace principale. On a la réduction de la glace de mer qui va entraîner tout un bouleversement des écosystèmes marins arctiques. Robert Calcagno est le directeur général de l'Institut océanographique de Monaco. Dans l'océan Arctique, donc au pôle Nord, la banquise est en train de fondre. C'est peut-être même l'endroit où on constate le plus d'impact du réchauffement climatique. Entouré d'un mur d'écran haut de 10 mètres et aussi grand qu'un terrain de basket, le visiteur est témoin des effets du réchauffement climatique. Bernard Reillac, chargé du développement au musée. C'est assez spectaculaire puisqu'on entend le son, la fonte de la banquise se traduit là très clairement. Donc là, l'idée, c'est de faire comprendre qu'il y a un certain nombre de bouleversements qui s'opèrent au niveau des pôles. Première conséquence, l'élévation du niveau de la mer. Alors on est dans le dernier espace où l'idée, c'est de confronter nos visiteurs à la réalité de la recherche scientifique. Les pôles et les océans jouent un rôle de régulation du climat. Une raison essentielle pour les préserver et agir. Frédéric Michel. C'est enfin un énorme défi en passe d'être remporté par la Chine. Pékin va bientôt mettre à l'eau son premier porte-avions 100% chinois. Un défi et une confirmation, la Chine accélère la modernisation de son armée. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Ce clip de l'armée chinoise diffusé dans les médias vante la puissance de ce nouveau porte-avions, nom de code 003. On y voit des pilotes de chasse façon Top Gun, mais pas de détails sur ce nouveau bâtiment ultramoderne dont on ne connaît que les rares photos satellites publiées cette semaine par les services secrets américains. C'est le tout premier porte-avions intégralement construit par la Chine. L'occasion pour Pékin d'embrasser de nouvelles technologies. Les avions, dont le tout nouveau bombardier furtif H-20, pourront par exemple être catapultés grâce à des systèmes électromagnétiques. Jusqu'à présent, le pays disposait de 2 porte-avions. Le premier est en réalité un bâtiment de l'ex-URSS et le second a certes été construit par la Chine, mais il est basé sur des technologies russes. Celui-là est particulièrement impressionnant, 320 mètres de long, 85 000 tonnes, soit 2 fois plus que le Charles de Gaulle. Sa propulsion pourrait être nucléaire et il pourrait être projeté très loin dans le Pacifique ou en Afrique, là où l'armée chinoise dispose de sa première base militaire à l'étranger, à Djibouti. La Chine compte déjà plus de bâtiments que la marine américaine. Un 4e porte-avions est par ailleurs déjà en construction. À Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Et puis direction la Lune pour la France qui devient le 20e pays à rejoindre le programme de la NASA. L'accord signé prévoit notamment l'exploration de ce satellite et l'envoi d'astronautes autour de 2025. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, l'édito international, nous irons à Los Angeles où à peine lancé, le sommet des Amériques voulu par Joe Biden est un bide. Plutôt que la coopération, c'est la division du continent qui saute aux yeux. Récit de Vincent Hervouette.